dans le navigateur ou en hybride. Et du coup, sur le mobile, c'est quand même beaucoup les applications natives qui dominent. Les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser des super expériences quand même, avec des animations, des gestures, etc. Donc on est vraiment mis en concurrence avec ce type d'expérience. Et du coup, je vais essayer de montrer comment on peut créer ce type d'expérience dans le web qui normalement a une image assez cheap, mais en fait non, on peut faire presque aussi bien. Et du coup, ça va s'articuler en deux parties. J'ai un premier talk où j'explique un peu vulgairement comment marche un navigateur pour comprendre comment il fonctionne, pour savoir quoi utiliser pour être performant. Et la deuxième partie, ça sera après du coup, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, avec les contraintes, comment on va faire pour être vraiment performant, pour faire des types d'animation un peu plus compliqués. Alors, on va commencer en présentant du coup un tout petit peu, en vulgarisant le render engine d'un navigateur. En gros, si on schématise à l'extrême, un navigateur, il prend en entrée des fichiers texte, du HTML, CSS, du JavaScript, et en sortie, il produit une seule image. Vraiment, si on réfléchit comme ça, il y a une seule image qui est rendue dans l'écran. Dans notre tête, on réfléchit en liste d'affichage, etc., ce qui se passe devant, derrière, etc. Mais vraiment, c'est des images qui en sortent. Et comment un peu plus en détail ce process. On a du coup les fichiers qui sont parsés pour faire le DOM, le CSSOM, et ensuite qui sont mergés pour faire un seul render tree. Une fois qu'on a tous nos nœuds avec genre le div, il a telle propriété, etc., qui était résolue via tel sélecteur CSS, etc. On va faire le layout de votre page, c'est-à-dire calculer les boîtes les unes par rapport aux autres, et puis le paint, du coup rendre l'image et la sortir. Et il y a une autre sous-partie dans le paint qui s'appelle le composite, que je vais aussi expliquer, qui est très importante. Et donc du coup, là, je vais vous expliquer plus en détail layout, paint et composite, pour savoir comment ça fonctionne. Alors le layout, on parle des fois aussi dans les articles, vous voyez le mot reflow, c'est plus souvent utilisé d'ailleurs par Mozilla comme vocabulaire, mais c'est vraiment la même chose. Des fois, on va même dans les articles, on parle de relayout, c'est un abus de langage. Alors du coup, le layout, c'est simplement comment les éléments sont positionnés les uns par rapport aux autres. Donc c'est le bloc, l'inline, les tables, maintenant aussi c'est les flexbox et les grids, c'est des nouveaux modèles de layout. Et ce qui est important de comprendre le layout, c'est qu'un élément tout seul, c'est pas possible de savoir vraiment comment il va être rendu, c'est toujours les uns par rapport aux autres. Si un élément, finalement, c'est en fonction de combien d'enfants il a et quelles sont ses propriétés, qu'on sait sa hauteur à lui. Donc, dès qu'on quelque chose touche au layout, on est obligé de recalculer le layout d'à peu près presque l'ensemble de vos éléments. Alors, pour montrer un peu visuellement à quoi ça ressemble, donc ça c'est au ralenti comment fonctionne, attendez un petit peu au début, voilà, comment le navigateur fonctionne. Donc il va mettre les blocs les uns par rapport aux autres, les repositionner. Donc on voit en fond le site qui va produire à la fin. Je crois que c'est bon, c'est une vieille vidéo, mais si vous tapez Reflow sur YouTube, il y en a plein, c'est assez hypnotique à regarder. Ça peut être une thérapie. Donc positionner les blocs par rapport aux autres. Deuxième partie, le paint, c'est la partie la plus facile, c'est vraiment mettre le coup de pinceau, donc c'est tout ce qui va être nos backgrounds, les colors, vraiment. Imaginez, on a fait toutes nos cases, il n'y a plus qu'à les peindre au milieu. Il n'y a plus qu'à les peindre, sauf il y a une dernière partie qui est le composite, c'est-à-dire il va peindre, mais il ne va pas peindre une seule image, il peut en peindre plusieurs. On va les appeler layers, c'est les calques. Parce qu'il y a certaines propriétés qui sont beaucoup plus simples à être faites dans le GPU. En fait, le layout et le paint, c'est fait dans le CPU. Il fait les layers et ensuite il l'envoie au GPU avec quelques instructions manquantes pour que le GPU finisse le travail. On laisse au GPU faire du coup tout ce qui est opération matricielle et alpha blend, donc c'est-à-dire nous en CSS ça va être tout ce qui va être les transforms 3D, et opacité, les filters, ce genre de choses. Parce que du coup, c'est ce que vraiment il est bon le GPU à faire. Donc vraiment, il faut réfléchir, c'est comme si votre CPU crée des images, il les envoie au GPU, il les aplatit pour faire la seule image qui va sortir sur votre écran. Alors il y a un hack qui a été assez connu pour forcer l'accélération GPU, c'est Translate Z 0, parce que du coup, c'est une transformation 3D, donc ça va automatiquement créer un layer. Mais il ne faut pas en abuser, surtout sur des éléments qui repaint, parce que ça peut être anti-performant. Si vous faites une animation sur le paint qui en même temps change la hauteur, la largeur de l'élément, mais que vous l'avez mis dans un layer, en fait ça va servir à rien. Ça peut même être anti-performant. Et surtout, c'est un hack, c'est-à-dire que on veut créer un layer, mais l'intention de Translate Z, c'est pas de faire ça. En fait, normalement, c'est du coup
changer l'élément. Et ça a abandonné au profit d'une propriété qui s'appelle willChange. Et willChange, on lui donne après en valeur une autre propriété CSS, donc ça va être willChange transform ou willChange opacity par exemple. Alors, si on résume un peu ces trois parties avec une interface. Donc là, j'ai une interface avec une navbar qui a un peu d'opacité, avec un élément qui scrolle et un fond qui est fixe, qui ne scrolle pas avec le reste du contenu. Alors, donc au début, on n'a rien. La première partie, imaginons, c'est le layout. Donc le browser va calculer les boîtes par rapport les unes aux autres. Changeons un peu de perspective pour mieux comprendre la suite de ce qui se passe dans le browser. Donc tous les éléments sont complètement éclatés. Il va savoir lesquels il va réunir ensemble par rapport aux propriétés qui vont créer des layers. Donc il va déjà, en amont, il va savoir lesquels vont être layers, ils vont les regrouper. Puis du coup, il va peindre ces différents layers. Une fois que tous ces layers sont peints, il les envoie, du coup tout ça c'était côté CPU, il va les envoyer au GPU, qui du coup va vraiment faire l'aplati à la fin, avec du coup les propriétés d'opacité pour calculer le vrai pixel qui est ici à cet endroit, qui va vraiment être affiché dans votre navigateur, et les pixels qui vont être changés, c'est le GPU qui fait souvent ça quand on scrolle, et qui est l'opacité. Alors en fait, on peut faire un parallèle avec les dessins animés. Comment ça fonctionne? Comment on faisait à l'époque avec du papier et des calques? On a la phase de layout qui est simplement dessiner l'esquisse avec juste un crayon. La phase de paint, mettre la couleur au milieu. Voilà, le paint, il n'y a pas de métaphore. Et du coup, le composite, c'est du coup, on met ces calques les uns par-dessus des autres, on aplatit le tout, et puis voilà. Du coup, on a notre image, il faut en faire une autre, etc. pour faire un dessin animé. Et du coup, vous pouvez imaginer que le navigateur, il fonctionne à peu près de la même manière. Et du coup, pour faire un dessin animé, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer au maximum de ne pas repeindre les éléments, essayer de les bouger au maximum de ce qui est possible, repeindre que les petites parties nécessaires, et bouger le maximum possible dans la même image dans le composite, parce que c'est plus performant, ça met moins de temps à le faire, et en fait, c'est pareil pour le navigateur. Donc on va repasser côté animation. Alors les animations, ça peut être, on peut les caser dans les performances ressenties, c'est ce que l'utilisateur va voir, mais en fait on a une vraie métrique, c'est d'atteindre les 60 fps, c'est-à-dire 60 images par seconde. Votre navigateur va produire 60 images par seconde. Ça vous laisse à peu près 16,6 millisecondes environ entre chaque image. Donc il faut que le code pour votre animation se passe en moins de temps que ça, parce que ces millisecondes, ça englobe tout, votre code JavaScript, plus ce que fait le browser, etc. Il faut que ça tienne dans ce temps-là. Alors on entend parfois parler... Alors attendez, il faut que je le mette en 60 fps, sinon ça sert à rien. On entend parfois parler que l'œil humain ne voit pas au-delà de 30 fps, c'est faux. Ceux qui jouent aux jeux vidéo le savent, il y a une grosse différence entre du 30 et du 60 fps. Alors ici, vous ne verrez pas la différence entre 60 et 120 parce que la vidéo YouTube est qu'à 60. Mais c'est vraiment important, c'est vraiment ce qui donne l'impression de fluidité aux animations. Et même maintenant, on parle en réalité virtuelle, on parle même de faire de 90-120 fps pour ne pas avoir le mal des transports quand on utilise les casques. Donc c'est vraiment des métriques à surveiller. Alors, petit exemple du coup avec une petite animation. Donc là je fais une animation sur les marges. Marges, je rajoute et j'enlève des marges. Là, la marge en haut à gauche. Là on voit que c'est fluide sur un navigateur sur mon desktop. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Je peux un peu zoomer. Donc ça c'est les Chrome DevTools avec les performances pour mesurer l'animation. On voit que c'est super fluide. On retrouve là ici on voit que le framerate est constant. Chaque frame fait à peu près du coup 16,6 millisecondes. C'est bon. Si on clique sur une frame, on a le détail, 59 fps, 3,23 de CPU temps. Ça c'est super. Du coup, les marges c'est du layout. Donc normalement c'est pas bon. Et ça c'est bien sur un desktop, mais sur un mobile c'est vite la cata. On voit que là, alors là, le framerate n'est pas du tout constant. On tombe très vite à la moitié. En fait, on tombe très vite à 30 fps. En fait, parce que dès que vous créez des frames qui explosent, du junk, souvent ça s'empiète sur 2 frames. Et c'est pour ça qu'on tombe très vite de 60 à 30 fps. Et ça vraiment, ça
dès que vous êtes sur du mobile, je pense que vous l'avez. J'ai pas fait de vidéo parce que tout le monde l'a expérimenté. Vous voyez un truc qui est lent, qui saccade, c'est assez moche. Du coup, on dit que c'est du junk. Là, on voit que du coup, c'est du 29 FPS, CPU time, on est largement dessus des 16 millisecondes, ça va pas du tout. Du coup, là, c'est l'actuel Chrome DevTool, mais j'aime bien regarder l'ancien screenshot de version d'avant, parce que ici, il nous dit très bien que c'est lent, mais on comprend pas trop pourquoi. Ici, à peu près la même frame, on voit en violet du coup le layout, et en vert, en fait, le painting. Et on se dit, mais on a touché le layout, et en fait, par rapport à mon premier schéma, ce qui était important, c'était les flèches. En fait, le layout provoque du painting, etc. Et du coup, quand vous invalidez le layout, il faut refaire du painting. Et ici, c'est le painting qui est super coûteux, mais qui doit être refait parce qu'en fait, j'ai mis des box shadow, et ça, c'est très coûteux à repeindre. Et du coup, voilà, donc sur mobile, ça va pas. Du coup, bon, ok, on fait pas de layout, on oublie le layout. Faisons du coup les transforms, il n'y a pas de souci. Hop, du coup, je fais un transform avec le translate, je fais transition sur le transform, et tout va bien. C'est à peu près la même animation. C'est à peu près la même animation, mais alors, je sais pas, bon, vous voyez pas trop, il y a un carré gris au fond, mais du coup, quand vous le modifiez, tout à l'heure, quand on le modifiait, ça augmentait la taille de son parent. Là, ça n'augmente plus, du coup, parce que c'est pas du layout. On verra dans la deuxième partie du talk, ça peut être assez contraignant, du coup, et comment on va résoudre ça. Alors sur un mobile, on voit que ça se passe plutôt bien. Je vais essayer de rezoomer. Si j'y arrive. Bon bah là il veut plus. Bon, bah, ça se passe plutôt bien, sauf là au début où on regarde un peu plus. Là on voit vraiment qu'on a du junk, on a des grosses chutes de framerate. Là on a des frames qui sont 28, 50 millisecondes, ça va pas du tout, on a 19 FPS. Je sais pas si vous avez aussi expérimenté ça. Des fois sur mobile, on clique à un truc, au début on voit l'animation, elle tousse, et puis après d'un coup, pouf, la fin, elle est super fluide, tout va bien. C'est parce que du coup, vous n'avez pas de layer au début, vous n'avez qu'une seule image, vous n'avez qu'un seul layer. Quand vous allez provoquer l'animation ou la transition avec le transform, là, il va savoir qu'il va faire 2 layers, sauf que votre animation, elle a déjà commencé. Donc le temps qu'il fasse les 2 layers, il tousse, et une fois que les 2 layers sont prêts, qu'il les a envoyés au GPU, la fin est super fluide. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est du coup, avoir le layer qui soit prévu avant, savoir que cet élément est déjà dans le DOM, on peut le mettre, et c'est à ça que sert will change. Et du coup, quand on met au début will change en disant transform, juste en rajoutant ça, la même animation, on n'a plus le souci, même sur un mobile, on arrive à être fluide, même sur des petits Wiko entrée de gamme. J'ai testé sur des Chrome à jour quand même. Donc le but, c'était de tester plus le CPU du mobile que le navigateur en lui-même. Can I use? Est-ce que je peux l'utiliser? Oui, c'est plutôt bien implémenté, à part sur Internet Explorer et Edge. Mais vu que ça nous intéresse surtout sur mobile, Chrome pour Android, Firefox Android, c'est bon, et Safari aussi. Donc ça, on a vu les animations déclaratives en CSS. Et du coup, quelles propriétés animer? On fait aussi souvent des animations depuis le JavaScript, donc plutôt avec du code impératif qu'on veut contrôler, avec l'interaction utilisateur ou qu'on ne peut pas prédéterminer à l'avance. Il y a une fonction pour faire des animations qui s'appelle Request Animation Frame. C'est une fonction qui est dans la globale et qui est appelée juste avant le rendu du navigateur, qui est vraiment synchronisé sur le rendu du navigateur. Vous pouvez l'appeler pour différentes animations qui n'ont rien à voir à des endroits différents de votre code. Elles seront toutes synchronisées par rapport au navigateur. Et ce qui est intéressant aussi sur mobile, c'est que quand le callback n'est plus appelé, quand la page n'est plus visible, donc si vous changez d'onglet, vos animations, ça les pose. Et du coup, ça évite aussi de drainer la batterie, ou si on ne pense pas aussi à la batterie en termes de performance sur mobile. Et donc, il faut savoir que toutes les librairies JavaScript utilisent ça, que ce soit du GreenSock, n'importe quoi d'autre, React Motion, etc. Tout utilise Request Animation Frame derrière. Donc, c'est la base de tout. Donc, ce que je veux dire, sur Request Animation Frame, ça s'applique à peu près à tout ce qui est animation JavaScript, en règle générale. Alors, j'ai fait des codes assez simples, pas forcément prod ready, mais pour comprendre. Du coup, Request Animation Frame, vous l'appelez avec un callback. Donc, dans ce callback, du coup, ça va être appelé une fois pour une seule frame. Du coup, c'est pour ça que vous verrez souvent dans les exemples, on le rappelle le Request Animation Frame à l'intérieur pour le faire jusqu'à que l'animation, on n'a plus besoin de l'appeler, on arrête l'animation en arrêtant d'appeler Request Animation Frame. Voilà, parce que ça se fait pour une seule frame. Du coup, le code, après vous faites ce que vous voulez ici pour changer telle valeur, telle autre valeur, n'importe quoi, ou mettre du DOM à jour. Est-ce qu'on peut l'utiliser partout? Oui, vraiment, Request Animation Frame, c'est implémenté partout, quasiment.
Partout il y a du JavaScript. Alors, mais du coup, par rapport à nos animations, on va utiliser des techniques de throttling, donc d'étranglement. C'est-à-dire, c'est des techniques pour ne pas rappeler une fonction avant un temps donné, et là ici, plutôt qu'un temps, on va utiliser requestAnimationFrame pour étrangler tout ce qui va être nos user events. Parce que souvent, on a envie de faire des animations qui sont basées sur le scroll, sur la souris, du touch event, etc. Et on va avoir tendance à mettre tout le code qu'on veut modifier, CSS, du DOM, etc., dans le callback du scroll, par exemple. Sauf que ce callback du scroll n'est pas du tout synchronisé avec le render engine du navigateur. Et il peut même se faire, le scroll, ça peut aller jusqu'à 100 fois par seconde, alors que nous, on n'a que 60 fois. Et même si vous avez un code optimisé, vu qu'il n'est pas synchronisé, des fois, vous faites trop de fois, et vous pouvez du coup créer des junk, donc des frames qui explosent. Et donc du coup, le but, c'est vraiment de découpler les user events de votre code, de l'animation qui va mettre à jour votre interface. Donc avec un petit exemple, imaginons donc je veux écouter le scroll du Windows, je vais mettre du coup une callback sur le onScroll, et dedans je vais par exemple stocker tout simplement le Windows scroll Y dans une variable que j'ai déclarée avant. Et donc je stocke là-dedans. Dans le onScroll, je fais rien de spécial. Et c'est autre part, je vais avoir le requestAnimationFrame avec le code d'update. Et dans la fonction d'update, qui va aussi rappeler le requestAnimationFrame, après, là, il n'y a pas de condition pour l'arrêter aussi, mais il faut imaginer qu'on l'écoute seulement quand on commence à scroll et on arrête aussi le requestAnimationFrame à la fin du scroll. Mais ici, on récupère du coup la valeur qui a été stockée. Donc on a l'assurance d'un code qui va modifier votre DOM ou le CSSOM, etc., qui est toujours synchronisé avec le render engine. Et c'est pas grave si, par exemple, cette valeur, elle a changé 2 fois entre-temps, parce que de toute façon, ça ne servait à rien de faire des calculs s'il n'y avait pas de rendu par le navigateur. Alors, requestAnimationFrame, donc c'est assez cool, on peut se dire, bon, bah, au pire, je fais toutes mes animations et tant pis pour le CSS, mais ça reste du JavaScript, donc c'est-à-dire que c'est soumis à l'event loop dans la main thread. Donc là, j'ai simulé, si vous avez un gros traitement JavaScript qui arrive, là j'ai simulé en faisant une grosse boucle, et ben, votre animation qui est en requestAnimationFrame, elle est stoppée parce que l'event loop il est bloqué, vous avez un code bloquant à un endroit, et pas celle en CSS, parce que toutes vos animations et vos transitions CSS, elles sont faites dans un thread séparé. Donc c'est quand même un peu embêtant de complètement se passer du CSS pour ça. Mais on a une nouvelle API qui arrive, c'est la Web Animation API. Et elle est vraiment intéressante parce que c'est un peu l'unification des animations déclaratives et impératives. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déclarer en JavaScript des animations qui vont tourner dans le thread CSS. Du coup, qui fonctionnent avec la même efficacité. Et du coup, on ne se pose plus la question de l'animation, est-ce que l'utilisateur peut la toucher ou pas, est-ce que je la fais tout en JavaScript ou tout en CSS, ça va être à quel moment l'utilisateur reprend la main sur l'animation, ou à quel moment, donc, quand il n'y a plus d'interaction, elle redevient une animation déclarative. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, imaginons qu'on a un element, c'est un élément du DOM, on peut faire un point animate dessus. En premier paramètre, on prend un tableau d'objets qui sont en fait l'équivalent des keyframes en CSS. Donc on va mettre, par exemple, ça serait 0 et 100%. L'avantage, du coup, on a en JavaScript, donc du coup, on pourrait très bien mettre des valeurs qu'on a récupérées d'ailleurs, redéclarer un truc à la volée au runtime. Et en deuxième paramètre, on a un objet qui reprend à peu près toutes les propriétés de animation-duration, animation-délai, etc., ce genre de choses. Et l'avantage, c'est qu'on peut du coup la contrôler. Donc, quand on fait un point animate, ça nous renvoie un objet animation. Et cet objet animation, on peut le garder et le faire play plus tard quand on veut. On peut la prévoir à l'avance. On peut la mettre en pause. On peut lui dire va à tant de temps. L'équivalent de dire je vais à tant de pourcents de l'animation. Par exemple, l'animation, elle fait 1000 millisecondes, une seconde. Je vais à 500 millisecondes, va à 50% de l'animation. Donc c'est super bien. Par exemple, des fois, on a des menus qu'on slide, tout ce qui est gesture. En fait, souvent, on a juste besoin de savoir à quel pourcentage de l'animation on veut faire. On n'a pas forcément besoin de refaire tous les calculs en JavaScript dans requestAnimationFrame. On peut juste dire va à 30% de l'animation par rapport au user event. Franchement, moi, j'en avais rêvé avant, et quand je l'ai vu ça, je me suis dit c'est trop bien, juste un petit produit en croix et hop, on peut faire un truc en pourcentage. On peut du coup la jouer plus rapidement, plus lentement, et on peut la jouer après aussi à l'envers. Il y a plein d'autres trucs dans l'API, dans la spec, mais tout n'est pas encore implémenté, tout n'est pas encore prêt, mais ça fonctionne déjà en tout cas dans Firefox et dans Chrome. Alors du coup, imaginons là, on a une animation
on voit qu'on a 3 keyframes, c'est pour ça qu'il fait un truc. Bon, j'ai pas beaucoup de talent en animation graphique ou quoi, moi je fais surtout des animations d'interface, donc c'est toujours des cubes qui se jouent à l'infini, etc. Et quand je vais interagir avec le slider, je vais la mettre en pause, et je vais du coup lui dire va à temps de current time par rapport en faisant un petit produit en croix par rapport au pourcentage du slider qu'il y a. Et quand je relâche, je peux lui dire fais play, et alors je retourne là où elle est. Donc c'est quand même assez intéressant, et ça évite pas mal de calculs qui sont faits souvent dans Request Animation Frame pour refaire un peu des animations, parce que là, refaire le translate, le calcul du translate avec toutes les étapes, c'est pas trop compliqué, mais si vous commencez à avoir des objets qui tournent, des machins, etc., voilà, le but c'est de rester ami avec les designers. Web Animation API, est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors du coup l'implémentation est partielle parce que je crois que la spec c'est encore un working draft. Mais du coup l'API est quand même intéressante à utiliser, et le polyfill est assez facile, et du coup utilise Request Animation Frame. Alors du coup, vu que de toute façon aujourd'hui s'il n'y a pas une Web Animation API, c'est Request Animation Frame, ça peut être intéressant quand même de l'utiliser avec le polyfill Request Animation Frame. Alors voilà, pour la première partie, j'ai mis pas mal de références sur tout, etc. Attendez, je vais passer du coup à la deuxième partie. Tac. Du coup, voilà. On a appris à peu près comment marche le navigateur. Pour faire nos animations, il faut utiliser Opacity, Transform, rien d'autre. Le reste, ça peut être lent. C'est à peu près le topo. Du coup, voilà, utiliser Opacity, Transform, parce que c'est ce qui va utiliser vraiment que ça dans le composite, côté GPU. Layout et pen, c'est dans le CPU, et du coup, il a du mal à faire 60 images par seconde, vaut mieux, pour avoir 60 fps, manipuler des images déjà dans le GPU avec des transformations matricielles et l'opacité. C'est ça, du coup, le composite. Donc ça, maintenant, on le sait. Mais le problème, c'est que ça pose des grosses contraintes de design, ça peut être très très frustrant. Ça peut être vite galère, en fait, de faire que de l'opacité et du transform. Moi, j'ai envie de faire des animations sur, je veux faire des animations sur des choses qui rentrent et qui sortent du DOM, par exemple. Je veux faire des animations en changeant le DOM. Je change les éléments dans le DOM et j'ai vraiment envie qu'ils soient animés et que j'ai envie que ce soit rapide aussi. Mais je ne veux pas du coup refaire tous les calculs de layout en JavaScript. Là par exemple, la liste, si tous les éléments ont la même hauteur, la même marge, ça peut être facile à recalculer. Je dis l'index, il est à telle position, index fois la hauteur fois plus la marge, etc. pour recalculer. Vous refaites du calcul de layout en JavaScript, mais quand vous commencez à faire des grilles avec des éléments qui n'ont pas toutes la même taille, votre truc doit être responsive par rapport à toutes les tailles. Bon, c'est l'enfer de refaire du layout, de faire les calculs, de dire à peu près savoir qu'est-ce que le browser va vraiment faire. Et vous voulez pas faire ça, personne ne veut faire ça, vraiment refaire le calcul layout du browser. Et on veut pouvoir changer le DOM. On veut aussi faire des animations sur des choses qui s'agrandissent et qui poussent les autres éléments. On veut vraiment beaucoup faire, on veut faire des layout animation tout simplement. C'est assez intéressant en termes de design. Voilà, rendez-moi, j'ai envie de faire des transforms et des animations sur la hauteur et la largeur. Vraiment, j'ai envie de faire ça. Et en fait, du coup, c'est le principe de la flip technique, c'est de faire des layout animation, mais pas vraiment. On fait du fake layout animation. Et comment on fait ça? En fait, flip, c'est une technique qu'a décrit AeroTwist dans un article où il explique la méthode en 2015. C'est l'acronyme de First, Last, Invert et Play. C'est les 4 étapes pour comprendre cette technique. Le first, c'est l'état de base, l'état avant. Donc on va stocker tout l'état de chaque élément. Reprenons par exemple la liste, j'ai 3-4 éléments et je les shuffle pour les changer de place. On va du coup stocker le DOM-rect de chaque élément avec getBandingClientRect qui renvoie un objet où il y a x, y, largeur, hauteur, top, bottom, left, right, etc. Ça on le stocke pour chaque élément. On va faire ensuite nos changements du DOM, par exemple ajouter une classe, ajouter un élément dans le DOM, remodifier notre DOM, etc. pour arriver à l'état last. On veut vraiment arriver à l'état final dès l'étape 2. Et là, on va du coup restocker, à part dans l'état last, les getBandingClientRect, tous les états de layout, dans un autre état. En 3, on va visuellement remplacer tous les éléments dans le nouvel état last, donc imaginons les éléments ont changé de place, comment ils étaient dans l'état premier, dans l'état first.
en faisant simplement le delta, vu que par exemple, si j'ai récupéré le top d'avant, le top d'après, j'ai juste à faire la différence pour savoir, je fais un translate Y de tant de pixels. Et du coup, après, une fois que j'ai revisuellement créé l'état first, donc en fait, first, last, inverse, ça se fait en bloquant, il n'y a pas de scintillement, en fait. L'état last n'est pas vu par l'utilisateur. On fait first, last, invert, hop, on a fait les calculs de layout, on les a récupérés, on a tout recréé, on a remis les éléments avec des transforms, avec des translates à leur band pass, et du coup, après, on fait play, l'animation, et du coup, en fait, on fait play jusqu'à transform initial, quoi, jusqu'à translate Y0, là, à leur place où ils sont vraiment dans le DOM. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas tout suivi, je le refais avec des images. Alors, on a 3 éléments. On va changer un petit peu de perspective pour comprendre. Donc on a l'état first. On a les carrés avec des dashed en noir, c'est du coup la place dans le DOM. Et les carrés blancs, c'est ce qu'on a visuellement. Ce qu'on a visuellement l'utilisateur. Donc on a cet état au premier, on stocke cet état. On va directement à l'état last. Donc on a vraiment dans le DOM les éléments qui ont été modifiés. Et visuellement, il devrait être aussi dans cet ordre-là. Mais là, je les ai grisés parce que l'utilisateur ne va pas voir ça. Parce qu'on va faire tout de suite du coup, le delta du DOM d'avant et du DOM d'après pour du coup, l'état invert, replacer les éléments là où ils étaient avant à coup de transform. Ici, par exemple, ici c'est que translate Y, par exemple. On pourrait très bien imaginer après faire du scale, d'autres choses, etc. Donc first, last, invert, ça se fait d'un coup. Il n'y a pas de modification visuelle, on est dans la même frame. Et du coup après, là du coup les petites animations que je vous ai montrées, c'était juste pour comprendre, etc. Mais la seule animation qu'après que voit l'utilisateur, c'est vraiment celle-là, c'est celle du play où on anime pour arriver à l'état final. Donc c'est comme ça que fonctionne la technique flip. En code, pour recomprendre encore, first, du coup on va stocker. Par exemple, ici, je fais un élément, donc imaginons c'est un seul élément. Je stocke du coup le getBounding client-rect, le DOM-rect qui est renvoyé. Je fais des changements de layout. Bon, imaginons ici, ça le met en dernier, etc. Ou n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Enlever, supprimer, modifier, changer les tailles, etc. Du coup, j'ai vraiment l'état final qui s'est calculé ici quand je le redemande. Le layout, c'est vraiment fait. Le layout du navigateur, c'est vraiment fait. Du coup, je peux calculer l'inverse. Du coup, là, par exemple, à top moins la last.top. Et du coup, je le mets en translate Y, c'est l'inverse. Et j'attends la prochaine frame avec request animation frame. Et du coup, là, je lui mets la transition pour que la prochaine fois que je change transform, il y a une animation. Je mets transform à rien, et du coup, là, ça va être l'animation de play. Et on peut très bien écouter après la fin de la transition pour faire autre chose. Le même exemple avec la Web Animation API que je présentais tout à l'heure, ça serait, on met directement l'invert, l'état inverse dans l'état 0 de la keyframe, et l'état final dans le 100% keyframe pour faire l'animation, pour aller directement la lancer et faire play. Ça marche aussi. Alors là, vous vous dites aussi, mais tu nous as dit qu'il ne fallait pas du tout faire de layout pour faire des animations fluides. Mais tu en as quand même fait un. Et oui, c'est vrai, j'en ai fait. Il y a un layout, il y a un vrai layout du navigateur qui est fait, mais on en fait un seul. On le fait au début, avant l'animation. On n'en fait pas 60 fois par seconde. Et du coup, sauf qu'on prend avantage aussi de la perception utilisateur. Quand l'utilisateur clique sur n'importe quoi dans votre interface, si vous répondez visuellement en moins de 100 millisecondes, il y a une impression d'instantanéité. Donc il faut que votre code aussi qui provoque ce layout et qui fasse le calcul, le delta, etc., il faut que ça se fasse en moins de 100 millisecondes pour lancer l'animation le plus vite possible aussi. Donc c'est la seule contrepartie, mais c'est faisable. Du coup, en faisant un seul layout, on peut faire des fake layout animation avec la technique flip. Est-ce que c'est si simple? Alors, il y a quelques petits soucis quand on réfléchit un peu plus au problème. Comment, par exemple, du coup, j'anime un élément qui disparaît du DOM? Par exemple, j'ai 3 éléments, j'en ai plus que 2 à la fin. Du coup, il n'est plus là pour que je l'anime, en fait. Parce que du coup, le DOM a vraiment changé entre le last invert play. Donc il n'est plus là. Donc en fait, il faudrait le remettre pour faire l'animation, pour le re-enlever. Il y a des petites problématiques quand même qui peut vite être casse-tête. Aussi, quand on commence aussi à imbriquer des animations flip les unes dans les autres, il y a des trucs qui s'ajoutent ici, qui animent l'autre, qui animent l'autre, qui animent l'autre au-dessus, parce qu'on a envie de faire du coup bien jusqu'au bout. C'est getBounding client-rect renvoie les informations relatives au viewport, donc il faut aussi gérer du coup
tout ce qui va être nested. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on a notre donnée d'une part et le DOM d'autre part, c'est quand même assez simple. Les frameworks qui existent en ce moment, qui ont une abstraction du coup du DOM, avec le virtual DOM comme React, Vue, et vraiment c'est beaucoup plus simple de gérer ces éléments. Parce qu'il y a pas mal il y avait des petites libs par le créateur notamment de la flip technique qui existent, où on voit les animations, mais en fait tout est déjà dans le DOM, et quand on veut commencer à ajouter, supprimer dans le DOM, ça devient un peu compliqué. Moi par exemple j'utilise React Flip Move, qui est assez pratique, parce que du coup, j'ai juste je fais une balise flip move, un component flip move, je lui donne quelle propriété, là il y a des configs, bon j'ai pas explicité parce que le but c'est pas d'expliquer la lib et React, quelle animation d'entrée, quelle animation de sortie, et ensuite ce qui est en dessous, je fais un peu ce que je veux, du coup là je fais juste un map sur tous mes éléments qui vont être dedans, et du coup, vu qu'ils sont dans une flip move, c'est lui qui va gérer les animations d'entrée, sortie, et si je change complètement ma liste d'ordre, c'est lui qui va le faire. Il n'y a rien de spécialement qui est dans list item pour gérer ça. Le seul truc qu'il y a en React, c'est qu'il faut mettre la clé avec la clé unique pour qu'il sache quel élément il est passé où, etc. pour pas faire des animations de disparition et d'apparition partout, mais faire les transitions. Et donc ça, c'est assez pratique du coup à utiliser parce que surtout, les animations, souvent c'est des fois quand c'est un peu le nice to have où on fera quand on aura un peu le temps, c'est le polish dans nos interfaces, dans nos applications. Et c'est un peu compliqué à faire après souvent quand on n'a pas pensé du début. Dire ah oui mais attends mais là j'ai la donnée, est-ce que je le fais côté donnée, alors là c'est l'état de la donnée ou pendant l'animation, l'état de la donnée, la fin de l'animation. Là du coup vous avez déjà une couche d'abstraction un peu entre les deux, vous n'avez plus besoin de faire un tableau intermédiaire qui représente votre DOM, du coup c'est déjà dans cette couche d'abstraction qui est faite et on peut du coup ajouter assez facilement ces petites animations dans une interface déjà existante. Ah, je suis bon en temps. Alors, quel est le futur? Est-ce qu'on va être obligé de faire ça tout le temps? Moi, je pense que c'est déjà intéressant quand même de le faire. Il y a une propriété CSS qui est contain. On va pouvoir dire, par exemple, contain layout dans un div. On va pouvoir dire en sorte que... Parce que le layout, par exemple, c'est vraiment le truc qui est assez coûteux, parce que si vous avez commencé à avoir une grosse interface, dès que vous modifiez quelque chose, il faut recalculer tout le layout. Et vous pouvez dire, non mais là je sais que dans ce contexte-là, tel component, il ne bouge pas telle propriété ne fait pas qu'il bouge de taille. Je peux lui dire contain layout pour pas que le navigateur ait besoin de recalculer tout le layout autour. Donc c'est aussi utilisé quand on sait un peu ce qu'on fait, donc c'est aussi pour ça qu'on fait des talks comme ça pour expliquer aussi où il change, comment ça marche et comment on l'utilise. Contain layout, ça peut être vraiment intéressant. On peut faire aussi il y a contain paint, etc. Il y a d'autres trucs qui peuvent être utilisés. Et il y a d'autres trucs qui sont très intéressants du côté de Firefox et qui sont en train de complètement de refaire leur web render en Rust. Et je vous invite aussi à lire l'article que j'ai mis aussi dans les références qui explique comment ils sont vraiment en train de le réécrire et ils sont en train de déplacer le paint dans le GPU. Et en laissant que le layout dans le CPU, et qui du coup, on aurait un web render qui ferait du coup tout le temps les paints et le composite, et on pourrait vraiment commencer à faire d'autres animations autres que opacity et transform, on pourrait aussi animer les couleurs, les genres de choses. Donc ça peut vraiment ça a l'air de dépoter ce qu'ils sont en train de faire, et on a hâte que ça arrive. Et voilà, du coup, c'est cet article-là qu'il faut lire. Et voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors déjà, merci pour le talk, c'était super intéressant. Et tu disais que c'était très rapide de faire le premier layout pour replacer les éléments. Est-ce que quand on a énormément d'éléments dans le DOM, est-ce qu'il y a des limites quand même à ce niveau-là? Et est-ce qu'on ne peut pas arriver quand même à dépasser la frame à cause de ça? Quand tu fais du code qui modifie le layout, de toute façon, il est bloquant. Donc en fait, au pire, oui, tu vas dépasser la frame, tu vas faire du junk souvent. Mais du coup, 100 millisecondes, en fait, c'est l'équivalent de 6 frames. Du coup, c'est pas très grave parce que tu n'es pas en train d'animer. Il ne faut pas provoquer de junk pendant l'animation. Mais avant, il n'y a rien qui s'anime en fait, donc ton interface, ça peut être un peu... Donc ça va. Justement, par rapport au fait de pouvoir en fait modifier la position de tes éléments, recalculer les zones de rendu et puis après annuler avec les transformations inverses, ça c'est quelque chose que tous les navigateurs vont offrir, le fait
d'avoir le repositionnement correct de tes éléments sans faire de rafraîchissement visuel réellement de Paint. Et juste avec le DOM qui s'est réactualisé, c'est ça en fait que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le DOM qui se réactualise et après, tu récupères ça. Tu parles de l'état last qui ne serait pas rendu, c'est ça? Oui. Ok. T'es en fait t'es dans la même frame qui va être en junk en fait. Donc en fait, tu vas bloquer. En fait, c'est très facile, tu vois, de bloquer le rendu. Tu vois, quand l'exemple que j'ai avec Request Animation Frame qui tourne, on voit que vraiment, du coup, tu as bloqué l'event loop et il n'y a plus rien qui tourne en fait. Donc quand tu vas provoquer ça, ça va pas poser de soucis parce que tu es dans la frame. En fait, tu vas exploser la frame du coup plutôt que de la laisser. Non, ce que je veux dire, c'est que dans l'exemple que tu avais fait avec l'animation qui était fait en JavaScript qui était bloquée par le traitement, vu que c'était le même thread qui était utilisé, c'est normal que du coup ça bloque l'animation parce qu'il n'y avait plus de traitement JavaScript pour faire l'animation. Là, du coup, j'étais étonné en fait de voir, parce que j'avais jamais fait ce test-là, que tu peux modifier tes éléments, récupérer leur zone de rendu, leur box, et du coup après réinverser ça directement dans le même JavaScript. Ça va pas déclencher ça va jamais être intercepté coupé dans le traitement et par un rendu en fait. Et donc tous les navigateurs font ça, c'était la question en fait. Est-ce que tous les navigateurs? Alors, le code que je donne aussi, c'est du code aussi très simple pour comprendre. Je crois que les librairies elles ont en implémentation qu'elles sont dans le Request Animation Frame. Si tu es dans le Request Animation Frame, en fait, tant que tu laisses pas, tant que tu fais des choses dedans synchrone, du coup, tu laisses pas le browser rendre aussi. Ok, merci. Juste, je complémente de manière générale. De toute façon, le navigateur sur JavaScript, il va l'exécuter de manière monothreadée. Tu vois. Donc, tant que tu es dans ton JS, tu ne peux pas sortir de là. Et justement, c'est même le problème, c'est que pendant ce temps-là, les animations ne vont pas se faire si elles ne sont pas côté GPU. Donc oui, effectivement, tu ne peux pas sortir de là. C'est pour ça que le moment où tu vas faire tes get client, binding rect, machin chose, tout ça, il faut les faire très rapidement. Et après, tu donnes la main au GPU en lançant les animations. La réponse est bonne. C'est bon. Ok, bah merci. J'ai juste une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement déléguer le contrôle de l'animation JavaScript à un web worker pour ne pas avoir ce problème du single thread justement? Alors, le web worker n'a pas accès au DOM. Donc en fait, c'est plutôt déplacer les traitements OJS bloquants dans un worker et laisser le main thread qui est le thread de l'UI. Non, mais c'est une question intéressante, j'avais le même souci. Je fais aussi du React Native, en fait c'est les mêmes soucis. Hein. Souvent, ce qui est bloquant, c'est le thread JavaScript. Il n'y a pas de magie. Quel type d'animation tu fais dans ton boulot en fait, c'est des menus qui bougent et c'est quoi en fait au niveau artistique, au niveau de... Imagine une app native. C'est tout. Ah d'accord. D'accord. Voilà. Les hauts niveaux, on va dire. Alors à l'époque où l'hybride c'était juste la WebView. Ouais, c'était ma première expérience c'était en agence mobile. On était quelques devs web au milieu des devs natifs, donc on s'en prenait pas mal la tronche. Donc c'était challengeant. Et à la fin, ouais, j'étais arrivé à faire on voyait pas que c'était pas une app native, ouais. Donc c'était assez gratifiant. Mais en fait, après, maintenant qu'on est passé à l'hybride deuxième génération avec React Native, où on n'a plus de WebView, mais c'est la vue native, on voit qu'en fait, en natif, ils ont plein d'astuces aussi pour faire des layout animation, pas faire de render pendant qu'il y a une animation. Des fois, on voit même quand on resize nos applications, en fait, elles mettent du blur pour pas voir qu'en fait, elles font pas le resize, elles le font qu'une fois aussi. Il y a plein d'astuces en natif, c'est pas magique. C'est bon? Bravo, merci. Merci.